La poussière florale flottait dans l'air matinal comme la fumée d'un confessionnal, tandis que Dia Owens préparait la pâte à biscuits avec une fureur acquise au fil de 3 années passées à nourrir des ouvriers agricoles affamés qui ne la regardaient jamais dans les yeux. Elle était arrivée au Double Bar Ranch, dans le territoire du Nouveau-Mexique, au printemps 1883, après avoir répondu à une annonce qui promettait un salaire équitable et un logement décent à une cuisinière expérimentée. Ce que l'annonce ne mentionnait pas, c'était qu'elle serait la seule femme dans un ranch qui employait 15 hommes, tous trop rustres ou trop timides pour la considérer comme autre chose que la personne qui remplissait leurs assiettes. Dia avait rapidement appris à garder la tête baissée, ses biscuits moelleux et ses attentes plus basses que le ventre d'un serpent à sonnette. La cuisine où elle travaillait était un bâtiment séparé de la maison principale du ranch, une structure en adobe trapu, avec un énorme poêle enfermeur qui transformait l'endroit en fournaise dès midi. Elle s'était habituée à se lever avant l'aube, lorsque l'air du désert conservait encore la fraîcheur de la nuit, pour préparer le petit déjeuner des hommes qui seraient en selle dès le lever du soleil. Ses mains effectuaient désormais les gestes familiers sans qu'elle y pense, coupant le saindoux froid dans la farine, ajoutant juste assez de beurre pour lire la pâte sans la travailler trop. Le secret que sa mère lui avait enseigné dans l'Ohio avant que la fièvre ne l'emporte était de manipuler la pâte comme si elle était précieuse et vivante. Dia forma rapidement les biscuits et les glissa dans le four, puis se concentra sur le bacon qu'il fallait faire frire et le café qui devait être assez fort pour réveiller un mort. À travers la petite fenêtre au-dessus de son plan de travail, elle pouvait voir le ciel commencer à s'éclaircir, passant d'un violet profond à un orange pâle qui promettait une nouvelle journée caniculaire. Elle avait 23 ans, mais elle avait parfois l'impression d'avoir déjà vécu 100 ans. La porte moustiquaire s'ouvrit brusquement et Rusty, le contremaître du ranch, sa tête grisonnante à l'intérieur. Ça sent bon, Mademoiselle Owens. Les garçons vont arriver d'un instant à l'autre. Elle acquiesça sans se retourner. Rusty était assez correct, toujours respectueux, mais il la traitait comme un meuble qui produisait de la nourriture. C'était mieux que certaines des alternatives qu'elle avait rencontrées au cours de ses années de travail comme cuisinière, mais cela la laissait tout de même un sentiment de vide intérieur, comme si elle disparaissait un peu plus chaque jour. Les cow-boys commencèrent à arriver alors que le soleil se levait à l'horizon, leurs bottes faisant un bruit lourd sur le parquet, leur voix basse et rauque à cause du sommeil. Ils prirent une place à la longue table sans cérémonie, attendant qu'elle leur apporte la nourriture. Dia remplit les assiettes de bacon, d'œufs et de pommes de terre sautées, gardant les biscuits pour la fin, car ils étaient meilleurs lorsqu'ils sortaient tout juste du four. Elle venait de les sortir, dorés à souhait, lorsqu'elle entendit le contremaître dire « Les gars, voici Fletcher Morgan. Il s'engage pour la saison. » Fletcher prend place. Dia ne leva pas immédiatement les yeux, occupée qu'elle était à transférer les biscuits sur un plat de service, mais elle entendit une nouvelle voix dire « Merci, monsieur. » Et quelque chose dans le ton de cette voix la fit jeter un coup d'œil vers la table. Le nouveau cow-boy était plus jeune que la plupart des membres de l'équipe, probablement pas plus de 25 ans, avec des cheveux foncés qui avaient besoin d'être coupés et des yeux de la couleur de l'eau d'un ruisseau en hiver. Il était mince, comme les hommes qui travaillent dur et mangent de façon irrégulière, et il y avait une certaine prudence dans ses mouvements, comme s'il était constamment conscient de l'espace qu'il occupait et des personnes qui l'entouraient. Lorsque son regard se posa sur Dia, il fit quelque chose qu'aucun autre homme n'avait fait depuis 3 ans. Il lui sourit. Ce n'était pas un sourire narquois ou dédaigneux, juste une simple reconnaissance de son existence, et cela frappa Dia comme un choc physique. Elle faillit laisser tomber le plateau de biscuits, mais le rattrapa au dernier moment et le posa sur la table avec plus de force que nécessaire. « Servez-vous, dit-elle d'une voix plus rude qu'elle ne l'aurait voulu. Les hommes se jetèrent sur la nourriture comme des sauterelles, comme ils le faisaient toujours. Mais Dia remarqua que Fletcher Morgan ne prit que ce dont il avait besoin, laissant beaucoup pour les autres. Il attendit également que tout le monde ait été servi avant de prendre un biscuit pour lui-même. Lorsqu'il mordit dedans, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Madame, dit-il, et cette fois, il la regardait clairement. C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. » Plusieurs autres cow-boys grognèrent en signe d'approbation.
Mais ils avaient la bouche pleine et leur attention était déjà revenue sur leur assiette. Fletcher, cependant, continua à la regarder avec ce qui semblait être une sincère admiration. « Merci, dit Dia, ne sachant pas quoi dire d'autre. Elle se retira vers la cuisinière, s'affairant à nettoyer, mais elle sentait son regard la suivre. Le repas se poursuivit comme d'habitude, les hommes mangeant rapidement et efficacement avant de se mettre à leurs différentes tâches. Dia avait appris le rythme de la vie au ranch, même si elle n'en faisait pas vraiment partie. Au printemps, il fallait surveiller les veaux et réparer les clôtures. En été, il déplaçait le bétail vers des pâturages plus élevés et luttait constamment contre la chaleur brutale. L'automne apportait le rassemblement du bétail et l'hiver était consacré aux réparations et à la planification. C'était une vie difficile qui forgeait des hommes durs. Alors que les cow-boys sortaient, Fletcher Morgan resta en arrière, son chapeau à la main. « Mademoiselle, dit-il, pourrais-je vous demander un autre biscuit pour plus tard? Nous allons passer toute la journée dans les pâturages et je pense que j'aurai faim. » C'était une demande raisonnable, mais quelque chose dans sa manière de la formuler, polie et presque hésitante, fit penser à Dia qu'il avait une autre raison de rester en arrière. « Bien sûr, dit-elle en enveloppant 2 biscuits dans un linge propre et en les lui tendant. Leurs doigts se frôlèrent brièvement lors de l'échange, et elle ressentit une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis très longtemps. De l'espoir peut-être, ou simplement le besoin humain de connexion. « Je m'appelle Fletcher Morgan, dit-il comme si elle n'avait pas déjà entendu son nom. Je viens du Texas. Avant cela, j'étais au Kansas. »« Dia Owens, répondit-elle, puis elle se sentit immédiatement idiote car il l'avait déjà appelée Mademoiselle et savait manifestement qu'elle était la cuisinière. « C'est un joli prénom, dit Fletcher. Comme la fleur. »« Ma mère aimait les fleurs, Dia dit. Nous avions un jardin dans l'Ohio avant de la fièvre, avant de la mort, avant que Dia ne se retrouve seule à 18 ans, sans famille et sans perspectives d'avenir, à part son talent pour la cuisine. » Elle ne dit pas tout cela, mais quelque chose dans l'expression de Fletcher suggérait qu'il comprenait de toute façon. « J'apprécie les biscuits, mademoiselle Owens, dit-il. Je vous reverrai au dîner, j'espère. »« Je l'espère, répondit Dyer. Après son départ, elle resta longtemps debout dans la cuisine vide, la main encore engourdie à l'endroit où il l'avait touchée. Elle se dit de ne pas être ridicule, qu'une simple gentillesse de la part d'un cow-boy ne signifiait rien, qu'elle avait appris il y a des années à ne pas attendre plus de la vie que ce qu'elle avait déjà. Mais le sentiment persistait malgré tout, une petite chaleur dans sa poitrine qui l'accompagna tout au long de cette longue journée chaude. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, Dia se surprit à apporter un soin particulier à la préparation des plats. Elle fit un rôti avec des pommes de terre et des carottes, des haricots cuits au four avec de la mélasse, une tarte aux pommes séchées pour laquelle elle utilisa le reste de ses précieuses épices, et bien sûr des biscuits. Toujours des biscuits. Lorsque les hommes arrivèrent pour le repas, ils étaient poussiéreux et fatigués, sentant la sueur avec les chevaux. Fletcher Morgan était parmi eux, et lorsqu'il croisa son regard, il lui sourit à nouveau. Cette fois, Dia se laissa aller à lui rendre son sourire. Les jours suivants se déroulèrent selon un nouveau rythme. Fletcher arrivait toujours quelques minutes avant les repas et partait quelques minutes après. Il l'aidait à porter les casseroles lourdes, puisait de l'eau pour elle lorsque le tonneau était presque vide, et, une fois, il répara le loquet capricieux de la porte du four sans qu'elle le lui demande. Ils n'avaient pas de longues conversations, juste de brèves discussions sur le temps, le travail ou la qualité de la nourriture, mais chaque interaction semblait importante à Dia d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Les autres cow-boys l'avaient bien sûr remarqué. Les hommes qui travaillaient en étroite collaboration remarquaient tout, mais Rusty les maintenait dans le droit chemin avec des regards perçants et des mots encore plus perçants, et personne ne disait rien directement à Dia. Elle était reconnaissante de cette petite faveur. 3 semaines après l'arrivée de Fletcher, il commença à demander des seconds services à chaque repas. Il commença par les biscuits, toujours les biscuits, mais cela s'étendit rapidement à tout ce qu'elle avait préparé. Dia savait que ce n'était pas parce qu'il avait encore faim. Les portions qu'elle servait étaient suffisamment généreuses pour satisfaire même les hommes les plus travailleurs. Non, Fletcher demandait des seconds services parce que cela lui donnait une excuse pour lui parler, pour se tenir près d'elle, pour rester dans son espace quelques instants de plus. Elle aurait dû le décourager.
Elle aurait dû maintenir la distance professionnelle qui lui avait bien servi pendant 3 ans. Au lieu de cela, elle se surprit à préparer de la nourriture supplémentaire, juste pour être sûre qu'il y aurait des seconds services disponibles lorsqu'il le demanderait. Un soir, à la fin du mois de mai, après le départ des autres hommes, alors que Fletcher l'aidait à nettoyer les assiettes, il lui dit « Mademoiselle Owens, trouveriez-vous trop audacieux de ma part de vous demander de m'accorder la compagnie de votre dîner ?» Le cœur de Dia se mit à battre à tout rompre. Elle mangeait toujours seule après le départ des hommes et le nettoyage de la cuisine, généralement debout, car elle était trop fatiguée pour s'asseoir correctement. L'idée d'avoir de la compagnie, d'avoir sa compagnie, était à la fois excitante et terrifiante. « Je suppose que ça ira, » dit-elle en essayant de paraître désinvolte. « Mais je vous préviens, je ne suis pas très bavarde après avoir cuisiné toute la journée. » « Ce n'est pas grave, » répondit Fletcher. « Je ne suis pas très bavard non plus, mais j'aimerais avoir de la compagnie si cela ne vous dérange pas. » Dia prépara donc 2 assiettes, et ils s'assirent au bout de la longue table, la même table où 15 hommes avaient mangé plus tôt, mais qui semblait désormais intime dans la lumière calme du soir. Elle avait préparé du poulet et des boulettes, et Fletcher mangea avec un plaisir évident. « Vous avez un vrai don, » dit-il. « C'est encore meilleur que ce que ma grand-mère préparait, et je pensais que rien ne pouvait rivaliser avec sa cuisine. » « Elle est toujours au Texas ?» demanda Dia, voyant l'expression de Fletcher s'assombrir. « Elle est décédée il y a 2 ans. C'est en partie pour ça que je suis parti. Le ranch est revenu à mon oncle, et il m'a clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place là-bas. Il disait que j'étais trop doux, trop intellectuel. Je ne sais pas si je suis intellectuel, mais j'admets que je ne suis pas très porté sur la violence ou la cruauté qui semblaient être ses principaux centres d'intérêt. Je suis désolé pour votre grand-mère, dit Dia. Merci. C'était une femme bien. Elle m'a appris presque tout ce que je sais sur la façon de vivre dans ce monde. Il fit une pause, puis ajouta. Elle disait souvent qu'on peut tout savoir d'une personne à travers la nourriture qu'elle prépare, si elle le fait avec soin ou par simple obligation, s'il y a de l'amour dedans ou juste du devoir. Dia sentit son visage s'échauffer. « Et que penses-tu de ma cuisine? » Fletcher la regarda droit dans les yeux, son regard bleu clair sérieux. « Je pense que tu y mets tout ton cœur, même quand tu penses que personne ne le remarque. Je pense que tu es seul depuis longtemps et que tu as appris à mettre tout ce que tu ne peux pas dire dans tes biscuits, tes ragoûts et tes tartes. Je pense que tu es la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée et je pense à toi à chaque minute que je passe dans les plaines. » Les mots restèrent en suspendus dans l'air entre eux, honnêtes et bruts. Dia pouvait à peine respirer. « Fletcher, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, vous ne me connaissez pas. Alors laissez-moi vous connaître, dit-il. Laissez-moi m'asseoir avec vous pour le dîner tous les soirs. Laissez-moi vous aider dans la cuisine. Laissez-moi être votre ami, au moins, si vous ne voulez rien de plus. » Dia pensait aux années vides derrière elle et au vide qui s'étendait devant elle. Elle pensait au jardin de sa mère dans l'Ohio, aux fleurs qui fleurissaient même dans un sol difficile. Elle pensait aux secondes chances et à la façon dont cet homme la regardait, comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. « J'aimerais ça, dit-elle finalement. J'aimerais beaucoup ça. » À partir de cette nuit-là, Fletcher resta après chaque repas pour manger avec elle. Ils parlaient de tout et de rien, partageant petit à petit les histoires de leur vie. Dia apprit que Fletcher avait voulu être enseignant quand il était plus jeune, qu'il savait bien lire et écrire, et qu'il transportait un exemplaire abîmé d'Ivanhoe dans sa sacoche. Fletcher apprit que Dia avait 2 frères aînés qui étaient partis vers l'ouest pour chercher de l'or et n'étaient jamais revenus, qu'elle avait travaillé dans 5 cuisines différentes avant d'atterrir au Double Bar Ranch, et qu'elle rêvait parfois d'avoir son propre petit restaurant dans une vraie ville. Alors que le printemps laissait place à l'été et que la chaleur devenait oppressante, leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. Cela s'est produit progressivement à travers des regards furtifs et des contacts accidentels. Fletcher a commencé à trouver des excuses pour rester près de la cuisine pendant la journée, et Dia a commencé à prendre davantage soin de son apparence, à se laver les cheveux plus souvent et à porter son plus beau tablier. Les autres cow-boys continuaient à faire semblant de ne rien remarquer, mais Dia surprit des regards complices entre eux. Elle s'attendait à des problèmes, à ce que quelqu'un fasse une remarque grossière ou tente de s'immiscer, mais cela n'arriva jamais. Plus tard,
Elle apprit que Fletcher avait abordé la situation directement dès sa première semaine, en disant clairement aux hommes qu'il respectait Muscle Owens et qu'il attendait de tous qu'ils en fassent autant, et que ceux qui avaient un problème avec cela pouvaient régler cela avec lui dehors. Venant de quelqu'un d'autre, cela aurait pu provoquer une bagarre. Venant de Fletcher, qui était calme mais indéniablement coriace, qui travaillait plus dur que quiconque et ne se plaignait jamais, cela imposait le respect. À la mi-juin, le propriétaire du ranch, un homme nommé Hutchkins, que Dia avait rencontré exactement 3 fois en 3 ans, annonça qu'il organisait une petite réunion pour les éleveurs voisins. C'était politique, expliqua Rusty. Cela avait quelque chose à voir avec les droits sur l'eau et la législation territoriale, mais cela signifiait du travail supplémentaire pour Dia. Elle allait devoir préparer à manger pour 20 personnes, y compris des femmes, et cela devait être plus raffiné que d'habitude. Dia se lança dans les préparatifs avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle n'avait pas cuisiné pour des femmes depuis des années, et l'idée d'être jugée par des personnes qui pourraient se soucier de choses comme la présentation et la variété la rendaient nerveuse. Mais c'était aussi un défi, une chance de montrer ce dont elle était vraiment capable quand on lui en donnait l'occasion. Fletcher l'aida autant qu'il le pouvait, se rendant à cheval dans la ville la plus proche, qui se trouvait être Gila City, et environ 25 kilomètres au sud, pour acheter des provisions supplémentaires. Il revint avec de la farine blanche et du sucre raffiné, des citrons frais qui avaient dû coûter une fortune, de la vraie vanille et un rouleau de tissu blanc fin pour une nappe. Fletcher, c'est trop, protesta Dia. Je ne pourrai jamais vous rembourser tout ça. Je ne veux pas que tu me rembourses, dit-il. Je veux que tu fasses quelque chose de beau parce que tu mérites de montrer aux gens ce dont tu es capable. Et parce que, ajouta-t-il plus doucement, je veux que ces riches éleveurs et leurs épouses sachent que cet endroit possède la meilleure cuisinière du territoire. Dia sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Vous êtes trop gentil avec moi. Ce n'est pas possible, dit Fletcher. Le jour de la réunion arriva, chaude et claire. Dia avait cuisiné pendant 2 jours d'affilée, préparant des plats qui pouvaient être faits à l'avance et assemblés à la dernière minute. Elle prépara un rôti de porc en couronne, des poulets rôtis farcis aux herbes, des criettes de pommes de terre, du maïs à la crème, des haricots verts aux amandes, 3 sortes de cornichons, des petits pains à la levure et ses biscuits. Pour le dessert, elle avait préparé un gâteau au citron avec un glaçage bouilli, une tarte aux cerises et un blanche qui exigeait toute sa concentration pour éviter qu'il ne caille sous l'effet de la chaleur. Lorsque les invités arrivèrent, Dia était trop occupée pour leur prêter beaucoup d'attention. Elle pouvait entendre le murmure des conversations provenant de la maison principale, les éclats de rire occasionnels, le tintement des verres. Rusty et 2 des plus jeunes cowboys avaient été réquisitionnés comme serveurs, transportant des plateaux dans tous les sens, et ils rapportèrent que la nourriture était accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Dia venait de sortir la dernière plaque de biscuits du four lorsque la porte de la cuisine s'ouvrit et qu'une femme entra. Elle devait avoir une 40aine d'années, était élégamment vêtue malgré le cadre rustique et avait des mèches argentées dans ses cheveux foncés. « Vous devez être Mademoiselle Owens, » dit la femme. « Je suis Constance Hutchkins. C'est le ranch de mon mari. » Dia s'essuya les mains sur son tablier et tenta une révérence maladroite. « Oui, madame, j'espère que tout est à votre convenance. »« Ma chère enfant, tout est magnifique, » dit chaleureusement madame Hutchkins. « J'ai insisté pour revenir ici afin de vous le dire en personne. Ce gâteau au citron est la meilleure chose que j'ai goûtée depuis mon départ de Saint-Louis. Et quant à ces biscuits, eh bien, je vais vous demander d'apprendre à ma cuisinière comment vous les rendez si légers. »« Merci, madame, dit Dia, submergée par les compliments. »« Je crois comprendre que vous êtes chez nous depuis 3 ans, » poursuivit madame Hutchkins. « J'ai honte d'avouer que je ne savais pas que nous avions quelqu'un de votre calibre ici. Mon mari s'occupe de toutes les affaires du ranch, vous voyez, et je passe la plupart de mon temps à Santa Fe, mais je vais rectifier cela. Seriez-vous disposé à organiser un grand banquet pour moi à l'automne? Je vous paierai séparément, bien sûr, en plus de votre salaire habituel. » L'esprit de Dia s'emballa. De l'argent supplémentaire pourrait signifier des économies, pourrait signifier des options, pourrait signifier un avenir au-delà de cette cuisine. Je serai honoré, madame. Excellent. Nous discuterons des détails plus tard.
Pour l'instant, je vous laisse à votre travail, mais je tenais à vous dire que je vous apprécie beaucoup, mademoiselle Owens. Vraiment. Après le départ de Madame Hutchkins, Dia resta debout dans la cuisine, avec l'impression que le monde venait de basculer légèrement. Reconnaissance, appréciation, possibilité d'autre chose. C'était presque trop à assimiler. Fletcher la trouva là 1 heure plus tard, après le départ des invités, et une fois que les autres cow-boys eurent fini de débarrasser les restes du repas. Elle frottait une casserole avec plus de force que nécessaire, essayant de canaliser les émotions bouleversantes qui l'agitaient. J'ai entendu ce que Mme Hutchin vous a dit, lui dit Fletcher. Tout le monde en parle dans le dortoir. Ils sont fiers de vous, Dia. Nous le sommes tous. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, et le son de sa voix la fit poser la casserole et se tourner vers lui. Fletcher, j'ai réfléchi, dit-elle. Si je m'en sors bien avec la fête de Mme Hutchkins, si je parviens à me forger une réputation dans la restauration, je pourrais peut-être économiser assez d'argent pour ouvrir ce restaurant dont je t'ai parlé. Peut-être à Gila City ou même à Santa Fe. C'est merveilleux, dit Fletcher, mais quelque chose dans son expression avait vacillé. Qu'y a-t-il? Demanda Dia. Il resta silencieux un instant, puis répondit. Il n'y a rien. Je suis heureux pour toi. Tu mérites tout ce qui t'arrive de bien. C'est juste que j'espérais. Espérais quoi? J'espérais que lorsque tu ferais des projets pour l'avenir, je pourrais en faire partie, dit Fletcher. Les mots sortirent difficilement, comme s'ils lui faisaient mal, mais je comprends si ce n'est pas le cas. Tu as des rêves et je ne suis qu'un cow-boy sans avenir et sans le droit de te demander de renoncer à quoi que ce soit pour moi. Dia traversa la cuisine en 3 enjambées et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient calleuses et fortes, les mains d'un homme qui travaille, et elle tremblait légèrement à son contact. Fletcher Morgan, dit-elle fermement, écoute-moi bien. Tous les rêves que j'ai faits depuis le jour où tu es entré dans cette cuisine t'incluaient. Tous sans exception. Je ne savais simplement pas si tu ressentais la même chose, si c'était réel ou si je l'imaginais. Tu ne l'imagines pas, dit Fletcher. Sa voix était basse et intense. Dia, je suis amoureux de toi depuis ce premier matin, où tu as failli laisser tomber le plateau de biscuits parce que je t'ai souri. J'ai essayé de trouver comment te dire, comment te demander si tu pouvais envisager de ressentir la même chose. Oui, répondit Dia, je ressens la même chose. Je t'aime. Ces mots prononcés semblèrent remplir la cuisine de lumière. Fletcher l'attira vers lui, l'enlaçant de ses bras, et Dia se laissa aller contre sa force. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans le calme du soir, et Dia eut l'impression d'être rentrée chez elle. « Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, » finit par dire Fletcher, « mais j'ai économisé mon salaire. J'ai presque 200 $ de côté. Ce n'est pas suffisant pour un restaurant, mais c'est un début, et je travaillerai aussi dur que nécessaire pour t'aider à construire la vie que tu souhaites. La vie que je souhaite, c'est avec toi, dit Dia. Tout le reste n'est que détail. Ils commencèrent à se courtiser comme il se doit après cela, même si cela était compliqué par le fait qu'ils vivaient et travaillaient au même endroit. Il n'y avait aucune intimité dans un ranch, aucun moyen de voler des moments seuls sans que tout le monde le sache, mais ils y parvenaient. Fletcher emmenait Dia se promener le soir, après avoir fait de la vaisselle et avant que la nuit ne tombe complètement. Ils s'éloignaient de la grange pour discuter et, de temps en temps, lorsqu'ils étaient sûrs que personne ne pouvait les voir, ils s'échangeaient des baisers qui faisaient battre le cœur de Dia. Les autres cow-boys, à leur honneur, leur laissaient de l'espace. Le fait que Fletcher ait prouvé qu'il était aussi compétent qu'eux y contribuait. Il savait manier le lasso, monter à cheval et s'occuper du bétail comme les meilleurs. Et il ne se dérobait jamais devant les tâches difficiles ou sales. Il le respectait et, par extension, il respectait sa relation avec Dia. Au fur et à mesure que l'été avançait, Fletcher commença à parler de l'avenir en termes concrets. Il voulait l'épouser, disait-il. Il le voulait plus que tout. Mais il ne lui ferait pas de demande en bonne et due forme tant qu'il n'aurait pas quelque chose de solide à lui offrir. Il commença à se renseigner sur les terres, sur ce qu'il faudrait pour créer leur propre petite exploitation. Les chiffres étaient décourageants. Les terres étaient chères, le bétail était cher, et l'équipement nécessaire pour gérer ne serait-ce qu'un modeste ranch dépassait leurs moyens. Mais la fête d'automne organisée par Mme Hutchkins marqua un tournant.
Elle était encore plus grande et plus élaborée que la réunion estivale, avec des invités venus d'aussi loin qu'Albuquerque et El Paso. Dia travailla d'arrache-pied pour préparer le repas pour 40 personnes, et l'événement fut un énorme succès. Madame Hutchkins lui versa 50 dollars et 3 autres femmes sollicitèrent ses services pour leurs propres événements à venir. En octobre, Dia avait économisé 130 dollars supplémentaires. Avec les économies de Fletcher, ils avaient assez d'argent pour verser un acompte sur une petite propriété près de Gila City, comprenant une maison et suffisamment de terrain pour un jardin et quelques poules. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Fletcher lui a demandé sa main le premier jour de novembre. Il l'a fait comme il se doit, en s'agenouillant dans la cuisine après le dîner et en lui offrant une simple bague en or qui avait appartenu à sa grand-mère. Dia Owens, lui a-t-il dit, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sauf mon cœur et ma promesse de passer le reste de ma vie à essayer de te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser? Oui, répondit Dia, les larmes coulant sur son visage. Oui, 1000 fois oui. Oui. Ils se marièrent 2 semaines plus tard à Gila City, lors d'une cérémonie simple dans la petite église catholique, en présence de Rusty et de Madame Hutchkins comme témoins. Dia portait une robe qu'elle avait confectionnée elle-même dans un coton bleu pâle, et Fletcher portait sa plus belle chemise et une nouvelle cravate à nouer. Après la cérémonie, ils ont organisé un dîner de mariage à la pension, où Dia avait préparé elle-même le repas, car elle ne supportait pas de laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Il y avait bien sûr des biscuits, et Fletcher a porté un toast en expliquant qu'elle avait fait fondre son cœur avec ses biscuits et que lui en redemander avait été la meilleure décision de sa vie. Et maintenant, a-t-il dit en levant son verre, je te demande de rester à mes côtés pour toujours. La salle éclata en acclamations et en applaudissements, et Dia sentit le bonheur jaillir dans sa poitrine comme un lever de soleil. Ils passèrent la nuit à Gila City dans une chambre louée, petite mais propre et heureusement privée. Dia était nerveuse à l'idée de sa nuit de noces, mais Fletcher se montra doux et patient, et lorsqu'ils finirent par s'unir en tant que mari et femme, cela leur sembla la chose la plus naturelle au monde. Après, ils restèrent enlacés dans les draps, parlant, riant et faisant des projets pour leur avenir. Je pensais, dit Fletcher, à cette propriété près de la ville. La maison a besoin de travaux, mais elle dispose d'un bon puits et la terre est fertile. Nous pourrions élever des poules et peut-être une vache laitière. Et tu pourrais lancer ton entreprise de traiteur à partir de là. Peut-être même ouvrir un petit restaurant si c'est toujours ce que tu souhaites. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda Dia. Et ton travail? Je peux me faire embaucher dans l'un des ranchs voisins pendant les saisons chargées, répondit Fletcher. Ou faire des journées de travail. Peu importe ce qu'il faudra, mais je veux construire quelque chose avec toi, Dia. Quelque chose qui nous appartienne. Ils retournèrent au ranch Double Bar le lendemain pour donner leur préavis. Hutchkins était mécontent de les perdre tous les deux, mais il comprenait. Il leur offrit une prime pour leurs années de service, qu'ils acceptèrent avec gratitude. Rusty, bourru comme toujours, prit Fletcher à part et lui dit qu'il ferait mieux de bien traiter Owens, sinon il aurait des comptes à rendre à tous les cow-boys du territoire. Fletcher promit solennellement qu'il le ferait. Ils emménagèrent dans leur nouvelle propriété juste avant Noël. La maison était petite, avec seulement 3 pièces, mais elle était solide et disposait d'une grande cuisine avec une cuisinière moderne dont Dia tomba immédiatement amoureuse. Fletcher passa l'hiver à faire des réparations et des améliorations, tandis que Dia mettait en place son entreprise de restauration. Elle passa des annonces dans le journal de Gila City et sur le tableau d'affichage du magasin général, proposant ses services pour des fêtes, des mariages et des occasions spéciales. La réponse fut meilleure qu'elle n'avait osé l'espérer. Il s'avéra que Mme Hutchkins avait fait son éloge à toutes ses connaissances et les femmes de toute la région étaient impatientes d'engager une cuisinière expérimentée capable de préparer des plats sophistiqués adaptés aux réceptions officielles. Au printemps, Dia avait déjà des réservations plusieurs mois à l'avance et Fletcher avait construit un grand four extérieur pour l'aider à gérer le volume de cuisson. Ils trouvèrent un rythme de vie de couple à la fois confortable et passionnant. Dia se levait tôt pour faire du pain, remplissant leur petite maison d'une odeur de pain, de biscuits et de gâteaux. Fletcher s'occupait des tâches pénibles, comme transporter l'eau et couper le bois, s'occuper des poules et du potager que Dia avait planté au printemps.
L'après-midi, il se rendait à cheval dans le ranch qu'il avait engagé pour la journée, tandis que Dia se concentrait sur sa cuisine. Les soirées leur appartenaient, ils les passaient à discuter de leur journée, à faire des projets d'avenir et à profiter simplement de la compagnie l'un de l'autre. En juin, Dia s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Elle l'a annoncé à Fletcher un soir après le dîner, en observant attentivement son visage pour jauger sa réaction. Ils n'avaient pas beaucoup parlé d'enfants, tous deux étant trop occupés à construire leur nouvelle vie ensemble. Un bébé, dit Fletcher, la voix pleine d'émerveillement. Je pense que nous allons avoir un bébé en février, dit Dia. Es-tu content? Content. Fletcher l'a pris dans ses bras en riant. Dia, je suis plus que content. Je suis terrifié, ravi et tellement reconnaissant. Je peux à peine le supporter. Un bébé. Notre bébé. Ils passèrent le reste de la soirée à faire des projets, à discuter des prénoms et de la façon dont ils transformeraient le petit débarras en chambre d'enfant. Fletcher insista pour que Dia réduise son travail de traiteur à mesure que sa grossesse avançait, ne voulant pas qu'elle s'épuise. Dia accepta, mais continua à accepter des petits boulots qui ne nécessitaient pas trop d'efforts physiques. En août, Fletcher rentra à la maison avec une nouvelle qui les fit tous deux se redresser. L'un des restaurants les plus réputés de Gila City était à vendre. Le propriétaire, un homme âgé nommé Parsons, voulait retourner vivre dans l'Est avec sa fille et cherchait un acheteur qui maintiendrait l'activité plutôt que de simplement acquérir la propriété. « Combien demande-t-il? » demanda Dia, le cœur battant. « 500 $ pour le bâtiment et l'équipement, et il souhaite que le nouveau propriétaire conserve son chef cuisinier, » répondit Fletcher. « Je sais que cela semble beaucoup, mais Dia, cela pourrait être exactement ce dont tu rêves. Un vrai restaurant en ville avec une clientèle établie. Ils passèrent plusieurs jours à examiner leurs finances, à calculer ce qu'ils pouvaient se permettre. Entre les revenus de Dia dans la restauration et le salaire de Fletcher, ils avaient économisé près de 400 $. Ce n'était pas suffisant, mais Fletcher suggéra qu'ils puissent contracter un petit emprunt pour combler la différence, en utilisant leur propriété comme garantie. C'était risqué, et ils le savaient tous les deux. Si le restaurant échouait, ils pourraient tout perdre. Mais l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Ils ont rencontré M. Parsons début septembre. C'était un homme mince, à l'air fatigué, qui semblait sincèrement ravi qu'un jeune couple s'intéresse à reprendre l'œuvre de sa vie. « Ma femme et moi avons tenu cet établissement pendant 30 ans, leur a-t-il dit. Il a une bonne réputation et une clientèle fidèle. Le problème, c'est que je suis trop vieux pour continuer à m'en occuper, et depuis que ma femme est décédée il y a 2 ans, je n'ai plus le cœur à l'ouvrage. Vous semblez être des gens bien. Je pense que vous sauriez en prendre soin. » Après quelques négociations, ils se mirent d'accord sur un prix de 450 $, étant entendu que Dia passerait 1 mois à travailler aux côtés de M. Parsons et de son chef cuisinier pour apprendre le fonctionnement de l'établissement avant de le reprendre complètement. Fletcher obtint le prêt de la banque de Gila City en mettant leur propriété en garantie. Et à la fin du mois de septembre, ils étaient les fiers propriétaires du restaurant Parsons. Dia voulait le renommer, mais Fletcher l'a convaincu de conserver le nom établi pour l'instant. « Nous pourrons toujours le changer plus tard, » a-t-il dit. « Mais pour l'instant, les gens connaissent le restaurant Parsons. Profitons de cette notoriété avant de commencer à apporter des changements. » C'était un bon conseil. La transition s'est déroulée plus facilement que Dia ne l'avait craint. C'est surprenant. M. Parsons s'est montré patient et minutieux, lui apprenant tout ce qu'il fallait savoir sur la gestion commerciale d'un restaurant. Le chef cuisinier, un homme taciturne nommé Jim, était initialement sceptique à l'idée de travailler pour une femme, mais il a rapidement changé d'avis après avoir goûté sa cuisine. Ils ont établi une bonne relation de travail, Jim s'occupant des plats du jour tandis que Dia se concentrait sur les commandes spéciales et les pâtisseries qui devenaient rapidement la spécialité du restaurant. Fletcher partageait son temps entre son travail dans les ranchs voisins et son aide au restaurant, s'occupant de tout ce qui devait être fait, de la réparation des équipements cassés au service en salle pendant les heures de pointe. Il avait une aisance naturelle avec les gens que Dia enviait, capable de discuter avec les clients et de les mettre à l'aise sans paraître envahissant. À l'approche de l'hiver, la grossesse de Dia devenant plus évidente, elle dut adapter son mode de travail. Elle ne pouvait plus rester debout pendant des heures, ni soulever des casseroles lourdes. Fletcher engagea donc une jeune femme nommée Sarah pour aider en cuisine. Sarah avait 18 ans,
était avide d'apprendre et se révéla très doué. Dia se découvrit un goût pour le rôle de professeur, transmettant les techniques que sa propre mère lui avait enseignées. Leur fils naquit un matin enneigé de février 1885, après un accouchement qui dura 14 heures, et laissa Dia épuisée mais triomphante. Fletcher, qui arpentait le couloir devant leur chambre comme un animal en cage, fondit en larmes lorsque la sage-femme le laissa enfin entrer pour voir son enfant. « Il est parfait », murmura Fletcher, tenant le petit paquet avec le genre de révérence habituellement réservé aux expériences religieuses. Dia, il est absolument parfait. Ils l'ont appelé Thomas, en hommage au père de Dia, et l'ont surnommé Tommy dès le début. C'était un bébé adorable, en bonne santé et vigoureux, avec les cheveux bruns de son père et les yeux gris de sa mère. Dia a pris 6 semaines de congé du restaurant pour se remettre et créer des liens avec son fils, mais elle s'est rendue compte que son travail lui manquait. Cuisiner n'était pas seulement son métier, c'était une partie intégrante de sa personnalité. Elle est revenue au restaurant fin mars, accompagnée de Tommy, et a installé un petit berceau dans le bureau afin de pouvoir le surveiller pendant qu'elle travaillait. Jongler entre son rôle de mère et celui de chef d'entreprise était épuisant. Mais Fletcher était toujours là pour l'aider, tout comme Sarah, qui s'est avérée avoir un don naturel avec les bébés. À mesure que Tommy grandissait, le restaurant prospérait. La qualité de la nourriture, en particulier des biscuits de Yorker, s'est répandue, et les gens venaient de loin pour les goûter. Ils étaient légers comme l'air, dorés et beurrés, avec une texture qui semblait fondre sur la langue. Dia les préparait frais chaque matin, et ils étaient généralement vendus avant midi. Un client régulier, un homme d'affaires de Santa Fe, a dit à Fletcher que les biscuits lui rappelaient en son enfance l'amour et la chaleur de sa mère, et que les manger lui donnaient l'impression d'être de retour chez lui. Fletcher a rapporté ce commentaire à Dia le soir même, et elle a senti les larmes lui monter aux yeux. « C'est ce que j'ai toujours voulu », a-t-elle dit. « Préparer des plats qui comptent pour des gens, leur donner plus qu'un simple moyen de subsistance. » « Tu fais cela tous les jours », l'assura Fletcher. « Tu n'as pas idée du nombre de vies que tu touches avec ta cuisine. » Lorsque Tommy a commencé à marcher, le restaurant avait remboursé son prêt et réalisait des bénéfices réguliers. Ils ont pu embaucher du personnel supplémentaire, ce qui a permis à Dahlia de passer plus de temps avec son fils et à Fletcher d'être plus flexible dans son travail. Fletcher avait découvert un talent pour les aspects commerciaux, s'occupant de la comptabilité et de la gestion des fournitures avec la même compétence discrète qu'il apportait à tout le reste. Au cours de l'été 1886, Mme Hotchkins vint leur rendre visite avec une nouvelle passionnante. Elle organisait une foire territoriale à Santa Fe et souhaitait que Dia fournisse la nourriture pour la réception du gouverneur. Ce serait le plus grand événement que Dia ait jamais organisé, avec plus d'une centaine d'invités attendus, dont des politiciens, des hommes d'affaires et de riches éleveurs de tout le territoire. « Je ne peux pas y arriver sans vous, » dit Mme Hotchkins. « Vous êtes la meilleure cuisinière que je connaisse, et je veux que le gouverneur goûte ce que le territoire du Nouveau-Mexique a à offrir. » Dia accepta la commande, puis passa les 2 mois suivants à planifier et à préparer. Elle décida de mettre en avant les spécialités régionales ainsi que des plats plus raffinés, afin de mettre en valeur le caractère unique de leur région. Il y aurait du ragoût de piment vert et du pole, des cailles rôties et du filet de bœuf, des calabacetas et du pudding de maïs, et bien sûr, ses biscuits. L'événement fut un succès spectaculaire. Le gouverneur lui-même vint féliciter Dia pour sa cuisine, et elle se retrouva entourée de personnes qui voulaient savoir où elle avait appris à cuisiner et si elle envisageait de s'installer à Santa Fe. Dia les remercia poliment, mais expliqua qu'elle était heureuse à Giles City avec son mari et son fils. Sur le chemin du retour, Fletcher lui prit la main et lui dit « Tu aurais pu lui dire oui, tu sais. Si tu voulais déménager à Santa Fe pour avoir un restaurant plus grand dans une ville plus grande, je te soutiendrais. » « Je sais que tu le ferais, » dit Dia, « mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ce que nous avons construit ensemble. Notre restaurant, notre maison, notre vie. Je n'ai pas besoin que ce soit plus grand. J'ai juste besoin que ce soit à nous. » Fletcher porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. « Je t'aime, Dia Morgan. Je te l'ai déjà dit aujourd'hui. »« Pas depuis 1 heure, » dit-elle en souriant. Au cours des années suivantes, leur vie s'installa dans un rythme confortable. Tommy devint un enfant brillant et curieux qui adorait passer du temps dans la cuisine du restaurant,
debout sur un tabouret à côté de sa mère, l'aidant à mesurer la farine. Dia lui a appris à faire des biscuits quand il avait 5 ans, guidant ses petites mains dans les jettes, et Fletcher grava ce moment dans sa mémoire comme un moment de bonheur parfait. En 1848, ils eurent un deuxième enfant, une fille qu'ils prénommèrent Lily. Elle était petite et fougueuse dès le début, avec les yeux couleur d'eau de ruisseau de son père, et un tempérament qui laissait penser qu'elle ne se laisserait jamais marcher sur les pieds. Tommy adorait sa petite sœur, se désigna comme son protecteur, et on le voyait souvent lui chanter des chansons ou lui apporter des fleurs du jardin. Le restaurant continua de se développer et d'évoluer. En 1849, ils changèrent enfin le nom du restaurant, le rebaptisant simplement Das. Cela leur semblait juste, car même s'ils s'étaient appuyés sur les fondations de M. Parsons, ils avaient créé quelque chose qui leur était propre. Fletcher conçut une nouvelle enseigne qui fut accrochée au-dessus de la porte d'entrée, avec le nom de Dia peint en lettres élégantes et une petite fleur Dia dans le coin. Ils élargirent le menu, ajoutant de nouveaux plats basés sur les expériences de Dia et les demandes des clients. Mais les biscuits restaient le cœur de tout, le produit qui incitait les gens à revenir et qui transformait les nouveaux clients en habitués. Dia avait affiné sa recette au fil des ans, apportant de minuscules ajustements jusqu'à ce qu'elle atteigne ce qu'elle considérait comme la perfection. Elle gardait jalousement cette recette, ne l'enseignant qu'à Fletcher et finalement à Sarah, qui était devenue son assistante et amie de confiance. Au printemps 1890, par un après-midi chaud, alors que les peupliers commençaient tout juste à bourgeonner, Fletcher trouva Dia dans le jardin derrière leur maison. Elle plantait des tomates tandis que Tommy l'aidait et que Lily trottinait autour d'elle en cueillant des pissenlits. « Tu te souviens, » dit Fletcher en s'installant à côté d'elle, « la première fois que je t'ai demandé une deuxième portion de ces biscuits? »« Bien sûr que je m'en souviens, » répondit Dia. « C'est à ce moment-là que j'ai commencé à espérer que tu ressentais peut-être la même chose que moi. » « J'étais tellement nerveux, » admit Fletcher. « J'étais persuadé que tu allais me démasquer, que tu allais comprendre que je n'avais pas vraiment faim. Je voulais juste une excuse pour te parler. »« Je le savais, » dit Dia en souriant, « mais cela ne me dérangeait pas. Je voulais que tu me parles. » Fletcher la serra contre lui, sans se soucier de la saleté sur ses mains, ni des enfants qui jouaient à proximité. « J'ai demandé une deuxième portion ce jour-là, puis j'ai continué à en demander parce que chaque moment passé avec toi était plus doux que tout ce que j'avais jamais goûté. Et puis j'ai demandé pour toujours et tu as dit oui. Et Dia, je veux que tu saches que pour toujours, ce n'est toujours pas assez long. Je demanderai 2 fois l'éternité si c'était possible. Je demanderai l'éternité. » Dia l'embrassa, goûtant le sel, le soleil et l'amour. « Tu as déjà l'éternité, » dit-elle. « Tu l'as depuis ce premier matin où tu m'as souri et où j'ai failli laisser tomber les biscuits. Tu l'auras jusqu'au jour de ma mort et quoi qu'il arrive après. » Tommy, qui était assez grand pour trouver l'affection de ses parents à la fois embarrassante et fascinante, fit une grimace. « Vous allez vous embrasser toute la journée? » Parce que Lily est en train de manger de la terre. Ils se séparèrent en riant, et Fletcher prit leur fille dans ses bras tandis que Dia lui essuyait la bouche. C'était un moment si ordinaire, si banal et si anodin, mais c'était aussi tout ce que Dia avait toujours voulu. Une famille, un foyer, de l'amour, un but. Ce soir-là, après avoir couché les enfants et une fois la maison calme, Dia prépara une fournée de biscuits rien que pour Fletcher. Elle le faisait régulièrement depuis des années, les préparant comme un cadeau lorsqu'elle voulait exprimer quelque chose que les mots ne pouvaient pas tout à fait traduire. Fletcher les mangea lentement, savourant chaque bouchée, et lorsqu'il eut terminé, il dit « Je ne m'en lasserai jamais. Je pourrais manger tes biscuits tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, et ils continueraient à me surprendre par leur perfection. »« Ce ne sont que des biscuits, » protesta Dia. « Non, » répondit Fletcher avec sérieux. « Ce ne sont pas que des biscuits. Ils sont l'amour rendu tangible. Ils sont la preuve que les choses simples faites avec soin et attention peuvent être extraordinaires. Ils sont ce qui nous a réunis et le fondement de tout ce que nous avons construit. Ces biscuits ont changé ma vie, Dia. Ils m'ont donné toi. » Dia sentit des larmes couler sur ses joues. Même après toutes ces années, Fletcher pouvait encore la surprendre par la profondeur de ses sentiments, par sa capacité à voir le sens dans le quotidien. « Je t'aime, dit-elle. J'aime notre vie.
J'aime tout ce que nous sommes devenus ensemble. Alors nous sommes d'accord, dit Fletcher en la serrant dans ses bras, parce que je ressens exactement la même chose. Les années continuèrent à passer, apportant à la fois des défis et des joies. Il y eut des périodes difficiles où la sécheresse frappa les ranchs et ralentit les affaires, et des périodes fastes où la prospérité semblait toucher tout le monde. Tommy devint un jeune homme réfléchi qui aimait les livres autant que son père, et Lily se révéla avoir hérité du don de sa mère pour la cuisine. Sarah épousa Jim, le chef cuisinier, et ils eurent 3 enfants qui considéraient le restaurant comme leur deuxième maison. En 1895, Dia et Fletcher ont célébré leur 10e anniversaire de mariage. Ils ont fermé le restaurant pour la journée, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, et ont organisé une fête privée avec leur famille et leurs amis les plus proches. Rusty est venu du ranch Double Bar, les cheveux gris maintenant, mais toujours aussi robustes. Madame Hutchkins a envoyé un télégramme depuis Santa Fe avec ses félicitations et un chèque généreux. La fête était simple mais sincère, pleine de rire, de bonne nourriture et d'affection authentique. Cette nuit-là, allongée dans son lit, les bras de Fletcher autour d'elle, Dia repensa à la jeune fille qu'elle était 10 ans auparavant, solitaire et invisible, convaincue que sa vie serait toujours définie par ce qui lui manquait plutôt que par ce qu'elle avait. Cette jeune fille n'aurait jamais cru que cet avenir était possible, qu'elle pourrait être aussi heureuse. « À quoi penses-tu » demanda Fletcher d'une voix endormie. « Aux biscuits » répondit Dia. Fletcher rit. Après 10 ans, j'aurais dû savoir que ce serait sa réponse. « Non, je suis sérieuse, dit Dia. Je pense à quel point il est étrange que quelque chose d'aussi simple, d'aussi basique, puisse finir par avoir autant d'importance. De la farine, du saindoux et du beurre mélangés et cuits au four. Mais ces biscuits t'ont amené vers moi. Ils m'ont donné confiance et un but. Ils ont bâti notre entreprise et nourri notre famille. C'est comme si je ne savais pas qu'ils étaient magiques. Peut-être l'étaient-ils, dit Fletcher. Ou peut-être que c'est toi qui es magique et que les biscuits ne sont qu'une des façons dont cela se manifeste. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour les biscuits, pour toi et pour chaque jour que nous avons passé ensemble. Même les jours difficiles, demanda Dia. Surtout les jours difficiles, dit Fletcher. Parce que ce sont les jours où j'ai pu te voir être forte, courageuse et absolument magnifique. Ce sont les jours où je suis tombé amoureux de toi à nouveau. Ils ont fait de l'amour lentement et tendrement, avec la familiarité d'une décennie passée ensemble et une passion qui n'avait jamais diminué. Après cela, Dia s'est endormie, se sentant parfaitement satisfaite et en paix. À mesure que leurs enfants grandissaient, Dia a commencé à leur enseigner tout ce qu'elle savait sur la cuisine et la gestion d'une entreprise. Tommy avait hérité du sens des chiffres et de l'organisation de son père, tandis que Lily avait un talent créatif qui l'amenait à expérimenter de nouvelles recettes et techniques. Ensemble, ils représentaient l'avenir du restaurant, et Dia était très fière de les voir développer leurs compétences. En 1848, alors que Tommy avait 13 ans et Lily 10 ans, Fletcher surprit Dia en achetant le terrain vague à côté du restaurant. Il avait économisé en secret pendant plus d'1 an, expliqua-t-il, et son projet était de construire une extension qui comprendrait une boulangerie digne de ce nom et une salle à manger plus grande. Nous avons dépassé la capacité de notre espace actuel, dit-il, et je veux construire quelque chose qui durera, que Tommy et Lily pourront reprendre un jour s'ils le souhaitent. Quelque chose qui fera partie de Gila City pendant des générations. La construction a duré 8 mois, et pendant cette période, le restaurant a continué à fonctionner, mais dans des conditions quelque peu exiguës. Mais lorsque l'agrandissement a finalement été achevé au début de l'année 1899, cela en valait la peine. La nouvelle boulangerie disposait de 2 fours et d'un grand espace de travail où Dia pouvait produire des quantités beaucoup plus importantes de pain et de pâtisserie. La salle à manger pouvait désormais accueillir confortablement 40 personnes et il y avait une salle privée à l'arrière pour les événements spéciaux. Ils organisèrent une grande réouverture le jour de la Saint-Valentin, ce qui semblait approprié étant donné que le restaurant avait toujours été au cœur d'une histoire d'amour. Toute la ville se rendit à la fête et Dia prépara des centaines de ses célèbres biscuits qu'elle distribua gratuitement à tous ceux qui le souhaitaient. C'était sa façon de dire merci, de reconnaître que leur succès reposait sur le soutien de la communauté. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, Dia se sentait de plus en plus contemplative. Elle avait 38 ans, elle n'était plus jeune mais pas encore vieille,
et sa vie avait dépassé tous les rêves qu'elle s'était jamais permis d'avoir. Elle avait un mari qui l'aimait profondément, 2 enfants en bonne santé qui devenaient des personnes remarquables, et une entreprise qui lui procurait non seulement un revenu, mais aussi une satisfaction et un but authentique. Un matin, au début du printemps 1900, alors qu'elle préparait sa fournée quotidienne de biscuits, elle s'aperçut que Fletcher l'observait depuis l'embrasure de la porte. « Depuis combien de temps es-tu là ?» demanda-t-elle. « Pas longtemps, répondit-il. J'aime simplement te regarder travailler. Tu es si gracieuse, si sûre de toi. » C'est magnifique. Je fais des biscuits depuis près de 20 ans, dit Dea. J'espère avoir acquis un peu d'assurance à présent. Fletcher traversa la cuisine et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. Cela te manque parfois? La vie plus calme que nous menions au début, quand nous n'étions que tous les deux, admit Dia. Mais je n'échangerai pour rien au monde ce que nous avons aujourd'hui. Nos enfants, notre entreprise, notre place dans cette communauté. C'est plus que je n'aurais jamais osé imaginer. Je ressens la même chose, dit Fletcher. Même si j'avoue que j'ai hâte que les enfants grandissent et que nous soyons à nouveau seuls. Non pas que je veuille les pousser à partir, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'idée de vieillir ensemble. Juste toi et moi. Juste toi, moi et le restaurant, corrigea Daya en souriant. Juste toi, moi et le restaurant. Fletcher acquiesça alors que leurs enfants entraient dans l'adolescence, puis dans l'âge adulte. Dia et Fletcher se sont alors retrouvés dans de nouveaux rôles. Tommy est parti étudier à Albuquerque pendant 2 ans, où il a suivi des cours de commerce et de comptabilité, avant de revenir à la maison pour prendre en charge une grande partie de la gestion administrative du restaurant. Lily, plus intéressée par le côté créatif, est devenue la partenaire de Dia en cuisine, apportant une énergie nouvelle et des idées novatrices tout en respectant les traditions qui avaient fait le succès du restaurant. En 1905, Tommy a annoncé ses fiançailles avec une jeune femme nommée Margaret, la fille du banquier local. Le mariage a eu lieu cet été-là, et Dia s'est chargée elle-même du traiteur, insistant sur le fait que personne d'autre ne le ferait correctement. Ce fut une célébration joyeuse et en regardant son fils danser avec sa nouvelle épouse, Dia a ressenti la douleur douce amère du temps qui passe. « Il ne nous quitte pas vraiment », lui a rappelé Fletcher ce soir-là. « Il sera toujours au restaurant tous les jours. Nous le verrons toujours. »« Je sais », répondit Dia. « Mais c'est différent. Il a maintenant sa propre vie, ses propres priorités, comme il se doit. C'est juste étrange de réaliser que le petit garçon qui se tenait debout sur un tabouret dans ma cuisine a grandi et s'est marié. » Fletcher la serra contre lui. « Nous sommes toujours là l'un pour l'autre, » dit-il. Cela n'a pas changé. Et c'était vrai. À travers toutes les années et tous ces changements, leur amour était resté constant, le fondement sur lequel tout le reste était construit. Ils dînaient toujours ensemble tous les soirs, discutaient encore pendant des heures de tout et de rien. Ils trouvaient encore le temps de s'embrasser dans le garde-manger comme des jeunes mariés. En 1907, Dia devint grand-mère lorsque Tommy et Margaret eurent un fils qu'ils appelèrent Fletcher, comme son grand-père. Dia pleura lorsqu'ils lui annoncèrent le prénom, submergé par l'honneur et le sentiment de continuité que cela représentait. Le petit Fletcher était un enfant sérieux qui observait tout avec des yeux solennels, et son grand-père l'adorait sans vergogne. 2 ans plus tard, Lily annonça qu'elle était fiancée à un cow-boy nommé Daniel qui travaillait dans l'un des ranchs voisins. C'était un homme bon, respectueux et travailleur qui adorait manifestement Lily. Fletcher leur donna sa bénédiction à condition que Daniel trouve un travail qui lui permette de rester plus près de chez lui. Comme Lily n'avait pas l'intention de quitter le restaurant, Daniel fit preuve d'adaptabilité et se fit embaucher comme ouvrier agricole dans un ranch situé juste à l'extérieur de Gila City, ce qui lui permettait de rentrer chez lui tous les soirs. Louis et Lily se marièrent lors d'une cérémonie simple à l'automne 1909, et Lily continua à travailler au restaurant jusqu'à la veille de la naissance de leur premier enfant, une fille prénommée Dear Rose. Avoir une petite fille qui porte son nom émut Dia encore plus que le jeune Fletcher. « J'espère qu'elle aura une vie plus facile que la mienne, » dit Dia à sa fille. « J'espère qu'elle n'aura jamais à se sentir invisible ou méprisée. »« Ce ne sera pas le cas, » lui assura Lily. « Elle grandira en sachant qu'elle descend d'une lignée de femmes fortes qui ont construit quelque chose d'important. Elle connaîtra l'histoire de sa grand-mère et cela lui donnera du courage.
Au fil des années, alors que d'autres petits-enfants arrivaient, Dia s'est progressivement retirée de la gestion quotidienne du restaurant. Et elle venait toujours chaque matin pour faire des biscuits, incapable de renoncer à ce rituel, mais elle laissait la plupart des autres tâches à Lily et à l'équipe élargie. Cela lui donnait plus de temps à passer avec Fletcher, plus de temps pour profiter des fruits de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils faisaient parfois des voyages à Santa Fe et Albuquerque, et une fois même à Denver, mais ils revenaient toujours à Gila City, dans leur maison avec son jardin et leur restaurant au rythme familier. C'était là qu'ils avaient leur place, là où leurs racines étaient profondes. Au printemps 1912, la ville organisa une fête pour célébrer le 30e anniversaire de l'arrivée de Deia au Nouveau-Mexique. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait demandé ou attendu, mais la communauté avait insisté, souhaitant honorer la femme dont la cuisine avait fait partie de tant de moments importants de leur vie. La célébration eut lieu au restaurant, avec des discours, des toasts et plus de nourriture qu'il n'était possible d'en manger. Le maire prononça un discours sur la façon dont le DAS était devenu une institution, un lieu qui représentait le meilleur de ce que Gila City pouvait être. Madame Hutchkins, désormais âgée mais toujours aussi vive d'esprit, a raconté l'histoire de ce premier dîner au Double Bar Ranch et comment elle avait immédiatement reconnu que Dia était quelqu'un de spécial. Puis Fletcher s'est levé pour prendre la parole. Il avait 54 ans, ses cheveux bruns étaient parsemés de mèches argentées, son visage était marqué par des décennies de soleil, de travail et de rire. Mais ses yeux avaient toujours la même couleur que l'eau d'un ruisseau. Et quand il regarda Dia, elle ressentit le même frémissement dans sa poitrine qu'à 23 ans. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire publique. Fletcher a dit « Comment ma femme est venue au Nouveau-Mexique et a travaillé comme cuisinière dans un ranch? Comment nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux? Comment nous avons construit ce restaurant ensemble? » Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'histoire privée. Les petits moments qui ont fait toute la différence. Vous ne savez pas que la première fois que j'ai goûté les biscuits de Dia, j'ai pensé que je n'avais jamais rien mangé d'aussi parfait de toute ma vie. Vous ne savez pas que j'ai commencé à en redemander, non pas parce que j'avais faim, mais parce que cela me donnait une excuse pour lui parler, pour être près d'elle, pour rester dans son orbite quelques instants de plus. La salle était complètement silencieuse, tout le monde était suspendu à ses lèvres. Et vous ne savez pas, poursuivit Fletcher, la voix chargée d'émotion, que lorsque j'ai enfin trouvé le courage de lui demander de m'épouser, j'avais l'impression de demander quelque chose que je ne méritais pas, quelque chose de trop beau et de trop précieux pour un simple cowboy. Mais Dia a quand même dit oui. Elle m'a choisi. Et depuis ce jour, j'essaie chaque jour d'être digne de ce choix. J'ai essayé de l'aimer comme elle mérite d'être aimée, complètement et sans réserve. Avec tout ce que j'ai, il se tourna vers Dia. Tu as fait fondre mon cœur avec ces biscuits, dit-il. Tu as fait fondre mon cœur et tu m'as aidé à devenir quelqu'un de meilleur qu'avant. Tu m'as donné une famille, un but et une raison de me réveiller chaque matin avec gratitude. Cette fête est donc merveilleuse et tu mérites toute la reconnaissance que tu reçois. Mais je veux que tout le monde ici sache que le plus beau cadeau que Dia ait jamais fait n'était pas sa cuisine. C'était elle-même. C'était d'avoir dit oui quand je lui ai demandé de m'accompagner pour toujours. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Dia se leva et rejoignit son mari, et ils s'étreignirent sous les applaudissements de l'Assemblée. À ce moment-là, entourés de ses enfants et petits-enfants et de la communauté qu'ils avaient contribué à bâtir, Dia se sentit comblée. Sa vie s'était avérée être exactement ce qu'elle était censée être. Les années qui ont suivi ont été plus douces, plus calmes. Dia et Fletcher ont passé plus de temps simplement à être ensemble, à s'occuper de leur jardin, à jouer avec leurs petits-enfants et à profiter de la paix qui accompagnait le fait d'avoir construit quelque chose de durable. Le restaurant a continué à prospérer sous la direction de Lily et Tommy, évoluant avec le temps tout en conservant les valeurs fondamentales qu'il avait toujours définies. En 1918, lorsque la pandémie de grippe a balayé le pays, Gila City n'a pas été épargnée. Le restaurant ferma temporairement ses portes et Dia et Fletcher passèrent des semaines à s'occuper des malades et à nourrir ceux qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. C'était épuisant et effrayant, et ils perdirent des amis et des voisins. Mais leur famille immédiate survécut intacte, ce qui était considéré chaque jour comme une immense bénédiction.
Lorsque la crise fut enfin passée, ils rouvrirent le restaurant avec un sentiment renouvelé de gratitude et de détermination. La vie était précieuse et incertaine, et le simple fait de partager un repas et de passer du temps ensemble semblait plus important que jamais. Par une fraîche matinée de novembre 1920, Dahlia se réveilla et trouva Fletcher déjà debout, assis près de la fenêtre, regardant le soleil se lever. Elle le rejoignit en roulant un châle autour de ses épaules pour se protéger du froid. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. « Je réfléchissais, répondit Fletcher. Je me souvenais. Te souvenir de quoi? De tout. De tout. Le jour où je t'ai vu pour la première fois que je t'ai embrassé, le jour où Tommy est né, cet hiver terrible où nous avons cru perdre le restaurant, le jour où Lily s'est mariée, tous les moments, grands et petits, qui nous ont amenés ici, maintenant. Et quelle est ta conclusion? Demanda Dia en se blottissant contre lui. Que je referais exactement la même chose, répondit Fletcher. Que j'ai été comblé au-delà de toute mesure. Dia a été la plus grande aventure de ma vie. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable tandis que le soleil montait dans le ciel, le peignant de nuances roses et dorées. Dia repensa à toutes les années passées et à celles qui restaient à venir. Elle pensa à la jeune fille solitaire et en difficulté qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue, entourée d'amour et d'objectifs. Elle pensa à la façon dont un simple geste de gentillesse, le sourire d'un cow-boy qui avait apprécié ses biscuits, avait changé toute la trajectoire de sa vie. « Fletcher, dit-elle doucement, tu te souviens quand tu m'as demandé de t'appartenir pour toujours? Bien sûr que je m'en souviens. C'est la chose la plus importante que j'ai jamais demandé à quelqu'un. Tu sais ce que j'ai compris? » Dia répondit, « L'éternité n'est pas une seule chose. Elle est composée de tous ces petits moments, de ces jours ordinaires où rien de spécial ne se passe, sauf que nous sommes ensemble. L'éternité, c'est le café du matin, les promenades du soir et la préparation de biscuits le mardi. L'éternité est l'accumulation de tous ces petits moments éternels enfilés comme des perles sur un fil. C'est magnifique, dit Fletcher. C'est nous, répondit Deere. Nous sommes beaux, non pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que nous nous sommes choisis chaque jour, parce que nous avons construit une vie ensemble, un jour après l'autre, un biscuit après l'autre, et que nous n'avons jamais cessé de nous choisir. Fletcher embrassa sa tempe. Je te choisirai toujours, jusqu'à mon dernier souffle et au-delà. Je te choisirai toujours. Au cours des années qui suivirent, Dia et Fletcher s'installèrent dans le rythme confortable de la vieillesse. Ils restèrent actifs dans le restaurant, mais davantage en tant que figure de proue bien-aimée qu'en tant que gérants actifs. Dia continuait à faire des biscuits presque tous les matins, même si ses mains n'étaient plus aussi fermes qu'autrefois, et Lily l'aidait souvent. Fletcher continuait à tenir les comptes, même si Tommy s'occupait de la plupart des décisions. Ils prenaient un plaisir à voir grandir leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants, une toute nouvelle génération pour perpétuer la famille. En 1925, à l'occasion de leur 40e anniversaire de mariage, le restaurant organisa une nouvelle fête. Dia avait 64 ans, Fletcher 66, et ils avaient vécu assez longtemps pour voir leurs modestes biscuits et leur histoire d'amour entrer dans l'histoire de la ville. La célébration fut plus calme que celle de 13 ans auparavant, plus intime, mais tout aussi significative. Ce soir-là, seul dans leur chambre, Fletcher offrit à Dia une petite boîte en bois qu'il avait sculptée lui-même. « Ouvre-la », lui dit-il. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié, jauni par le temps. Dia le déplia avec précaution et découvrit une recette écrite de sa propre main lorsqu'elle était plus jeune. Sa recette de biscuits, celle qui avait tout déclenché. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle. « Je te l'avais demandé il y a des années et tu me l'avais écrit, » répondit Fletcher. « Je l'ai gardée toutes ces années parce que je sentais qu'elle était importante. Cette recette, ces mots écrits de ta main, ils représentent tout ce que nous sommes devenus. J'ai pensé que nous pourrions peut-être la donner à nos petits-enfants pour qu'ils sachent toujours d'où ils viennent. » Dia sentit des larmes couler sur son visage. « Tu l'as gardée pendant 40 ans. Je l'ai gardée parce qu'elle était importante, » répondit simplement Fletcher. « Parce que tu étais importante, parce que ces biscuits m'ont conduit vers toi, et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Ils firent de l'amour cette nuit-là avec la tendresse que leur conférait leur longue expérience.
Leurs corps se connaissaient bien, mais étaient encore capables de se surprendre mutuellement. Après, ils restèrent enlacés, parlant du passé et de l'avenir jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Alors que les années 1920 laissaient une place aux années 1930, Dia et Fletcher continuaient leur vie tranquille à Gila City. Le restaurant prospérait malgré les difficultés de la Grande Dépression, proposant des repas abordables et parfois gratuits à ceux qui ne pouvaient pas payer. Dia insistait sur cette politique, se souvenant de ses propres années de vache maigre, et Fletcher la soutenait totalement. Ils trouveraient une solution, disait-il. Ils l'ont toujours fait. Au cours de l'été 1935, Fletcher a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il travaillait dans le jardin. Dia l'a trouvé effondré parmi les plants de tomates et a appelé à l'aide. Tommy, qui était en visite, a couru chercher le médecin, mais lorsque les secours sont arrivés, Fletcher était déjà décédé. Il est mort avec de la terre sous les ongles et le soleil sur le visage, dans le jardin qu'il entretenait depuis des décennies. Dia était dévastée. Après 50 ans passés ensemble, elle avait en quelque sorte pensé qu'ils partiraient simultanément, qu'aucun d'eux n'aurait à affronter la vie sans l'autre. Mais la vie n'était pas aussi simple. Elle se retrouva seule à 74 ans, entourée de sa famille et d'amour, mais ressentant l'absence de Fletcher comme une blessure physique. Les funérailles furent les plus importantes que la ville de Gila ait jamais connues. Des centaines de personnes sont venues rendre hommage à cet homme qui avait toujours été gentil, qui avait travaillé dur et aimé profondément, qui avait contribué à construire quelque chose de durable. Mais Dia n'en a presque pas pris conscience. Elle a traversé la cérémonie comme dans un rêve, acceptant les condoléances de manière mécanique, incapable d'accepter pleinement le départ de Fletcher. Dans les semaines qui ont suivi, elle s'est retrouvée incapable de retourner au restaurant. L'idée d'y aller sans Fletcher, de faire des biscuits dans un monde où il ne pourrait plus jamais les goûter, lui était insupportable. Lily s'occupait de l'entreprise tandis que Tommy s'occupait des affaires de leur mère. Tous deux s'inquiétaient de la façon dont elle allait surmonter cette perte. Mais lentement, douloureusement, Dia commença à guérir. Elle trouva du réconfort auprès de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants dans le jardin que Fletcher avait tant aimé, dans les routines qui avaient façonné sa vie. Et finalement, 3 mois après la mort de Fletcher, elle retourna dans la cuisine du restaurant. « Je ne sais pas si je vais y arriver, dit-elle à Lily le premier matin. « Tu n'es pas obligée, maman, répondit Lily. Nous comprendrons si tu veux rester à la maison. » Mais Dia secoua la tête. Non, c'est ce que Fletcher aurait voulu. Il aurait voulu que je continue à faire des biscuits, que je continue à vivre. Je lui dois bien ça. Elle mélangea la pâte, les mains tremblantes, la vue brouillée par les larmes. Mais elle y parvint. Et lorsque les biscuits sortirent du four, dorés et parfaits comme toujours, elle sentit si fortement la présence de Fletcher qu'elle avait presque l'impression qu'il se tenait à côté d'elle. « J'ai réussi, murmura-t-elle. J'ai fait des biscuits sans toi, et je continuerai à en faire tous les jours, car c'est ainsi que je me souviendrai de toi. C'est ainsi que j'honorerai tout ce que nous avons construit ensemble. » Dia vécut encore 8 ans après la mort de Fletcher. Ces années marquées par la solitude et le chagrin ne furent pas faciles, mais elles furent aussi des années de gratitude et de réflexion. Elle passa du temps avec sa famille à leur raconter des histoires sur leur grand-père, sur la façon dont ils s'étaient rencontrés et étaient tombés amoureux, sur les débuts où ils avaient tout construit à partir de rien. Elle voulait qu'ils comprennent que l'amour ne se résumait pas à de grands gestes et à des déclarations dramatiques. C'était des biscuits, des secondes et l'éternité. C'était choisir quelqu'un chaque jour et ne jamais regretter ce choix. Par une chaude matinée de printemps 1943, Dia Owens Morgan s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à l'âge de 82 ans. Elle a été inhumée aux côtés de Fletcher au cimetière de Gila City, sous une pierre tombale sur laquelle on pouvait lire « Elle faisait des biscuits qui faisaient fondre les cœurs. Il en redemandait, puis lui a demandé l'éternité. Ensemble, ils ont construit une vie d'amour. » Le restaurant a continué à fonctionner sous la direction de Lily, puis sous celle de Dear Roses, puis sous celle de ses enfants. Chaque génération a maintenu la tradition des célèbres biscuits de Dia en utilisant la recette que Fletcher avait conservée dans cette boîte en bois. La recette est devenue un héritage familial transmis avec des histoires sur la femme qu'il avait créée et l'homme qu'il avait aimé. Les années devinrent des décennies et les décennies devinrent des générations.
Le restaurant fut rénové et agrandi, s'adaptant à l'évolution des temps et des goûts, mais il ne perdit jamais le caractère essentiel que Dia et Fletcher lui avaient donné. Il resta un lieu où les gens venaient non seulement pour manger, mais aussi pour créer des liens, pour avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et chaque matin, quelqu'un dans la cuisine préparait des biscuits selon la recette de Dia. Ils étaient légers, feuilletés et parfaits, comme ils l'avaient toujours été. Et les gens continuaient à venir de loin pour les déguster, continuaient à les déclarer les meilleurs biscuits qu'ils aient jamais mangés, continuaient à se sentir inexplicablement réconfortés par le simple fait de rompre le pain cuit avec soin, car c'était là l'héritage de Dia. Pas seulement une recette ou un restaurant, mais la compréhension que les plus petits gestes d'amour pouvaient bâtir des empires, qu'un biscuit préparé avec soin pouvait changer une vie, que demander une deuxième portion pouvait mener à l'éternité, qu'un cowboy timide et une cuisinière solitaire pouvaient se trouver dans l'immensité du territoire du Nouveau-Mexique et créer quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. Leur histoire d'amour est devenue partie intégrante du folklore de la ville de Gila, racontée et répétée jusqu'à devenir une légende. Mais pour ceux qui les avaient connus, qui avaient été témoins de leur dévouement, il n'y avait rien de mythique là-dedans. C'était tout simplement vrai. Fletcher et Dia s'étaient aimés de tout leur cœur, avaient construit ensemble quelque chose qui avait du sens et avaient prouvé que ils vécurent heureux n'était pas seulement une fin de conte de fées, mais quelque chose qui pouvait être atteint grâce à la patience, la gentillesse et le choix quotidien d'aimer. Et au final, c'était tout ce qui comptait. Pas la richesse, la célébrité ou les grandes réalisations, mais l'amour. L'amour entre deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et s'étaient accrochées à travers toutes les épreuves et tous les changements, jusqu'à ce que la mort les sépare enfin. Cet amour qui avait commencé avec des biscuits et qui avait fini par nourrir non seulement leur corps, mais aussi leurs âmes. Non seulement une famille, mais toute une communauté. Cet amour magnifique, ordinaire et extraordinaire, était ce qui avait duré. C'était ce qui comptait. C'était tout.